Bienvenue dans ce 9e webinaire organisé par le Cercle de Wallonie pour les membres du Cercle de Wallonie et effectivement avec les membres du Cercle de Wallonie. Alors la thématique qui sera abordée aujourd'hui est une thématique très importante puisqu'on en saura un peu plus sur l'état réel de l'économie en Belgique. Et pour en parler, on a le meilleur expert de la place, si je puis dire, puisque c'est la plus haute autorité monétaire et financière de Belgique. C'est Pierre Hounsch, donc le gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Bonjour Pierre. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous avoir parmi nous. Et la tradition, c'est que les questions, en tout cas les premières questions, sont posées par les membres. Et ici, c'est une membre, en l'occurrence Agnès Flemal, qui est la directrice d'un incubateur à Liège, si je pense bien. Bonjour Monsieur Hounsch, mon nom est Agnès Flemal de WSL. Ma question concerne les entreprises. Certaines d'entre elles allaient sans doute déjà mal avant la crise du coronavirus et vont évidemment beaucoup plus mal aujourd'hui. J'en prends pour exemple les compagnies aériennes telles que Lufthansa et Air France, entre autres. La question est de savoir, faut-il vraiment mettre beaucoup d'argent pour les sauver? Ce modèle économique est-il viable? Les gens ne vont-ils pas changer leur manière de voyager? Et ne risque-t-on pas, si nous mettons de nouveau énormément d'argent dans ce genre de société à sauver, ne pas le mettre ailleurs? Autrement dit, est-ce qu'on ne risque pas le syndrome de la sidérurgie, entre autres pour notre Wallonie, qui ne s'en est jamais vraiment tout à fait remise? Merci. Alors, merci Agnès pour cette question. On peut la résumer simplement. Est-ce qu'il ne faut pas être plus sélectif dans l'octroi des aides, monsieur le gouverneur? Franchement, pour faire simple, pour aller d'abord à l'essentiel et puis je vais développer, mais je crois que justement pour l'instant le gouvernement a été à l'essentiel parce qu'il s'est essentiellement cantonné dans des mesures qui sont ciblées et temporaires. Et on a évité peut-être les erreurs du passé de réintroduire des mesures type prépension ou des augmentations de dépenses structurelles. Et donc dès le début de la crise, c'est vrai qu'au sein de l'ERMG que je co-préside avec Piet van Temsch, on avait plaidé pour que les mesures prises soient ambitieuses, parce que c'est effectivement une crise jamais vue. Et donc on devait tout faire pour éviter que l'économie s'effondre. Et à ce sens-là, ça justifie qu'on va avoir cette année-ci un déficit de 50 milliards, mais il fallait vraiment le faire. Mais en même temps, on prend des mesures qui sont ciblées sur les gens qui souffrent de la crise et temporaires, parce qu'on ne peut pas se permettre d'augmenter durablement les dépenses publiques en Belgique. Alors, dans les discussions qu'on a eues au sein de l'ERMG, dans un premier temps, comme il y avait quand même beaucoup de questions sectorielles qui arrivaient, on en a parlé, on s'est mis d'accord pour dire, bon, dans un premier temps, et je parle peut-être d'il y a 2 mois quand on n'avait pas commencé le déconfinement, l'idée c'était de prendre d'abord des mesures générales en liquidité, des mesures générales en solvabilité, pour justement éviter de devoir faire des choix et de favoriser un secteur par rapport à un autre. Dès le moment où on a commencé à déconfiner et qu'on a constaté que certains secteurs pourraient ouvrir plus tôt que d'autres, alors il commençait à se justifier, de dire voilà, les secteurs qui sont les derniers dans le déconfinement, l'ORECA et puis le secteur événementiel qui lui n'est pas encore ouvert, il se justifie qu'on fasse un effort supplémentaire pour ces secteurs-là. Et puis alors il y a les cas particuliers qui sont des grandes entreprises qui sont en difficulté et où la question se pose, est-ce que l'État doit intervenir? Disons que de manière globale, la philosophie que j'ai un peu défendue, c'est de dire que cette crise n'est pas assurable par le secteur privé, par les assurances, et donc il y a un rôle d'assureur de dernier sort pour l'État, comme le font des calamités, quand il y a une calamité de type catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle et autres. En fait, c'est un peu la même chose qui arrive, et donc il est justifié, me semble-t-il, que l'État intervienne pour absorber une partie des pertes. Alors évidemment, où on est à la limite, c'est quand on a des entreprises qui n'allaient peut-être pas tout à fait déjà bien avant la crise, qui risquent d'être dans des secteurs qui sont affectés durablement. Et là, c'est des choix à faire qui doivent être faits au niveau politique et probablement après une analyse peut-être plus spécifique. Et là, il y a le rôle de la SFPI ou des invests régionaux. Ça sort un petit peu du travail qu'on a fait, qui était peut-être plus transversal au niveau de l'ERMG. Mais sa question, en tout cas celle d'Agnès Flemal, a du sens. On l'a vu par exemple pour le secteur ORECA. Alors c'est vrai que tout le monde a la sympathie pour l'ORECA parce qu'on aime bien se mettre à table, si je puis dire. Et puis on a vu, d'ailleurs c'était même la FGTB qui avait fait cette étude, que 40% des entreprises actives dans le secteur de l'ORECA, en fait, n'avaient jamais déposé même leur bilan, tout simplement parce qu'elles avaient des fonds propres négatifs. Alors il y a sans doute un peu, je dirais, de l'économie occulte là-dedans, et peut-être c'est pas 40%, c'est peut-être 20%, mais c'est vrai que ces entreprises qui sont un peu des entreprises zombies, si elles peuvent perdurer, vont faire du mal aux autres. Alors, oui, on a constaté, et on a des données là-dessus à la Banque nationale de Belgique, on a en fait, selon la définition européenne, un peu plus de 15% de nos entreprises qui
qui soit étaient en retard d'impôt, soit n'avaient pas des résultats EBITDA qui leur permettaient de couvrir leurs charges d'intérêt. C'est beaucoup. Et effectivement, on peut se poser la question dans quelle mesure est-ce que ça correspond vraiment à la réalité sur le terrain. Et c'est vrai que par exemple l'Horeca est peu financé par le secteur bancaire parce que le secteur bancaire dit nous, sur base du bilan du secteur de l'Horeca, on ne peut pas prêter beaucoup. Et c'est vrai que ça représente, je crois, 3 milliards sur le bilan des banques, ce qui est en fait très très peu par rapport aux prêts bancaires. En même temps, il y a quand même, dans ce type de crise, des complémentarités. Si l'Horeca est fermé, est-ce que les gens vont retourner dans le centre-ville pour aller dans des magasins? Si l'Horeca est fermé dans des centres commerciaux, est-ce que les gens vont y retourner? Et donc, on ne pouvait pas se permettre un effondrement total du secteur de l'Horeca en Belgique. Et puis simplement, il y a une question de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur. Et donc, on a essayé de trouver un bon équilibre entre les mesures qu'on pouvait prendre sans aller trop loin. Et c'est toujours des équilibres difficiles. Même chose pour le chômage temporaire qui était, je crois, une bonne mesure. Et on sait qu'il y a eu des abus. En même temps, si on n'avait pas pris ce genre de mesures, je crois que ça aurait été la catastrophe. Alors ça, c'est pour l'Horeca, mais en filigrane, la question que pose aussi Agnès Flemel, elle a fait allusion à des compagnies aériennes. Évidemment, j'imagine qu'elle vise aussi Brussels Airlines. Et là, il y a eu tout un débat en disant, est-ce qu'il faut aider une entreprise dont, c'est vrai, elle s'appelle Brussels Airlines, mais les capitaux sont à 100% allemands, et qui, plus est en plus une entreprise par définition polluante. Est-ce que ce sont des critères qui peuvent intervenir ou qui n'ont pas dû intervenir par rapport au sauvetage ou pas de Brussels Airlines? Donc moi, je ne vais évidemment pas m'immiscer dans des décisions politiques sur des dossiers spécifiques. La question a été posée de se dire, est-ce que dans le cadre de cette crise, on doit déjà penser et anticiper sur l'avenir, sur l'enjeu climatique et autres? En toute franchise, j'ai une certaine sympathie pour l'idée qu'il faut le faire, il faudra certainement le faire à un moment donné, mais là, on était le nez dans le guidon, on a une crise qui nous tombe dessus, il faut quand même se rendre compte que les ministres y travaillent pratiquement 7 jours sur 7 depuis la mi-février. C'est difficile de prendre du recul, et puis surtout, c'est difficile de combiner un débat de société politique, où on revient très vite sur les sujets qui fâchent en temps normal, avec une gestion de crise. Et c'est pour ça qu'il me semblait très important de, dès le départ, fixer des objectifs. Et les objectifs, c'était, on prend des mesures ciblées, temporaires, ambitieuses sur les entreprises et les gens qui souffrent de la crise. Et donc, quand on a eu notre première réunion de l'Economic Risk Management Group, donc avec Piet van Tem chez les partenaires sociaux, les gens des cabinets fédéraux et régionaux, moi j'ai dit à un moment donné, écoutez, si suite à cette crise, l'un de nous devait recevoir 1 euro, c'était un peu exagéré, c'était symbolique, c'est qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Il y a des gens ici qui vont perdre leur emploi et des entreprises qui vont faire faillite. On doit le limiter au maximum. En fait, on doit faire une sorte de portage. On doit essayer le plus possible, puisque c'est un choc qui, au final, sera quand même, espérons-le, temporaire. On doit essayer le plus possible de prendre l'économie qu'on avait avant la crise Corona et de la sauvegarder pour qu'elle puisse redémarrer après la crise Corona. Et là, je crois que se poser des questions trop existentielles sur oui, mais là, il y en a un qui ne paye pas d'impôts ou qui n'en a pas payé, il y en a un autre qui est dans un secteur qui pollue, il y en a un autre encore. Alors, on ne faisait rien. Donc, à un moment donné, il faut, je crois, faire des choses simples. Oui, il y a eu des abus à certains endroits. Voilà, mais ça, c'est une situation de crise. En situation de crise, on prend des mauvaises décisions. Il faut essayer de prendre les moins mauvaises. Okay. Parfait. Alors, autre question posée cette fois-ci par Marc Villet, qui est un membre du Cercle et aussi de l'UCM, de l'Union des classes moyennes. Monsieur le gouverneur, bonjour. La crise que nous venons de traverser a eu des conséquences énormes sur le budget des États. Ils ont financé massivement des mesures afin de soutenir l'économie, les PME, les indépendants, mais également la consommation des ménages. Cette dette pèsera très lourdement dans les années futures. Et je me posais la question de savoir si, au niveau européen, on ne pouvait pas trouver des mesures afin d'alléger cette dette des États, soit en faisant fonctionner la planche sablier ou avec d'autres mesures qu'on pourrait imaginer avec une certaine créativité. Je vous remercie de nous éclairer sur le sujet. Voilà, merci Marc pour la question. Quelque part, il vous demande, monsieur le gouverneur, si vous n'avez pas une baguette magique pour effacer la dette publique, Oui, alors je crains qu'on n'ait pas de baguette magique et je ne suis peut-être pas favorable à trop d'originalité en la matière. Il faut savoir qu'on intervient, aujourd'hui on intervient massivement pour que en fait, les conditions de financement des États restent favorables. La Belgique, pour l'instant, peut s'endetter à 10 ans à des taux négatifs en nominal, mais corrigé pour l'inflation, c'est encore plus négatif. Et c'est effectivement lié en partie, mais en partie non marginal, j'ai envie de dire, au fait que nous achetons à peu près un tiers des dettes qui sont aujourd'hui émises par les États en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais formellement, on a un objectif d'inflation.
Cette crise va avoir un impact sur le niveau d'activité économique qui va avoir un effet déflatoire à la baisse sur les prix. Et donc, on doit essayer de stimuler l'activité économique pour recréer des tensions, pour que les prix augmentent. Ça paraît un petit peu bizarre de le faire comme ça, c'est notre mandat de l'inflation, mais en fait, pour dire les choses simplement, il y a une coïncidence entre l'objectif de stabiliser une économie et de stabiliser l'inflation autour d'un objectif. Quand l'inflation est trop basse, on va essayer de stimuler l'économie pour recréer de l'inflation, mais en fait, le fait qu'on stimule l'économie est tout aussi important, voire aujourd'hui, même si ce n'est pas strictement notre mandat, le plus important. Et à cette fin, effectivement, on facilite l'action des États, en achetant massivement, donc pour plus de 1000 milliards, des dettes d'État, aussi des dettes d'entreprise, pour éviter, et il y a une séquence dans ce genre de crise, on doit d'abord éviter un effondrement des marchés financiers, puis on doit s'assurer qu'il y a un financement des États et des entreprises, c'est tous les reports aussi d'impôts, c'est les garanties qui ont été données aux banques. Et alors, à un moment donné, on arrive à des questions de solvabilité. C'était la question précédente, jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour aider des entreprises ou des secteurs spécifiques. Alors, la dette va augmenter de 20% du PIB cette année-ci. On va passer de 100 à 120%. Donc ça paraît dramatique. En fait, on a 10% de déficit cette année. On a le PIB qui baisse de 10%, mais 10 plus 10, ça fait plus 20%. Alors ça, c'est dans un environnement où les taux sont très bas. Alors ça amène certaines personnes à dire, en fait les taux c'est négatif, il n'y a pas de limite, on peut investir autant qu'on veut, sky is the limit. Autant s'endetter. Autant s'endetter. Bon, ça c'est une vision extrême, il y en a d'autres qui disent non, un jour on va devoir rembourser ça, donc il faut être très très prudent. Moi mon discours a été le suivant, c'était de dire, il faut agir massivement pour éviter un effondrement de l'économie. Ça, il faut le faire. Et donc, j'ai aucun problème à ce que la dette augmente de 20% cette année-ci, même si ce n'est pas agréable comme président du Conseil supérieur des finances que je suis. Mais voilà, il fallait agir. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Maintenant, plus récemment, j'ai dit attention, il y a une limite. On a fait maintenant des projections. On s'attend à un déficit de 6% en 2022. Donc, ça veut dire qu'après 2022, la dette va augmenter d'à peu près 3% par an si on ne fait rien. À un moment donné, ça va poser problème. Alors quand ? Il y a des gens qui disent que cette échéance est éloignée, d'autres qui sont plus prudents. En 2012, à un moment donné, on n'avait plus la confiance des marchés, alors ça va très vite. Les spreads, donc le différentiel de taux entre la Belgique et l'Allemagne avait explosé, et on avait dû se financer à 500 points de base, donc à 5%. Ça, c'est pas du tout tenable. Alors quand est-ce qu'on arrive à ce moment où la dette devient trop élevée ? Ça dépend de beaucoup de choses, de la crédibilité de la politique qui est menée, est-ce qu'on a un gouvernement, est-ce qu'on n'a pas de gouvernement. Mais c'est un peu comme sur le sujet climatique. Si on ne fait rien, à un moment donné, ça va être la catastrophe. Quand ? C'est difficile de le déterminer, mais autant il faut plaider pour une prudence en matière climatique et agir suffisamment vite. Faisons la même chose pour la dette, il faut agir suffisamment vite. Alors suffisamment vite, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à assainir l'année prochaine, on va devoir faire une pause. À un moment donné, si la reprise est suffisamment solide, on va devoir remettre le métier de l'assainissement sur le métier. Alors Pierre, on l'a bien compris, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, et c'est vrai, tout le monde n'est pas économiste, on peut être entrepreneur et pas nécessairement économiste, on ne comprend pas d'où vient cet argent. On a l'impression qu'il y a un argent magique, parce qu'à un moment donné, on disait il faut financer la Sécu, il n'y a pas d'argent, le secteur hospitalier, enfin l'enseignement, et puis tout d'un coup, il y a un Covid qui est là, et c'est des tombereaux de milliards d'euros ou de dollars aux États-Unis qui tombent. D'où vient cet argent ? Quel est le mécanisme qui est derrière ? Alors, il y a l'image de la planche à billets qui peut donner l'impression qu'on imprime des billets et puis que c'est sans fin. En réalité, techniquement, quand on achète de la dette, ce qu'on fait, on transforme de la dette publique de long terme dans de la dette de banque centrale à court terme. Mais d'un point de vue consolidé, si on regarde le bilan de la Banque centrale et le bilan de l'État de manière conjointe, c'est comme si l'État s'endettait à court terme. Alors il s'endette auprès de qui ? Au final, il s'endette auprès du reste de l'économie. Donc ces liquidités reviennent d'une manière ou d'une autre sur le bilan des banques ou des particuliers qui vont quelque part être la correspondance dans le système. Donc tout ça est effectivement un peu technique, mais au final, ça correspond simplement à l'endettement public de court terme. Alors, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas d'argent magique, mais à amener cette dette, il y a quand même quelqu'un qui devra la payer. D'abord quand ? Et qui va la payer à un moment donné ? Et c'est la classe moyenne ? Est-ce que ce sont les riches ? Est-ce que ce sont les propriétaires ? Qui va la payer un jour ? Il faut bien payer quelque chose, il faut rembourser. Alors, la dette publique, comme l'État a une durée de vie qui n'est pas limitée, contrairement à des individus, on peut ne jamais la rembourser.
En fait, moi, depuis que je suis adulte, la Belgique a une dette publique qui est supérieure ou proche de 100% du PIB. Donc on n'a jamais remboursé cette dette. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer qu'elle soit soutenable. La plupart des entreprises vivent avec des dettes. C'est très rare qu'une entreprise dise « je dois rembourser toutes mes dettes ». Donc il y a un niveau de dette qui est acceptable et un niveau de dette qui n'est pas acceptable. Et ça dépend aussi du niveau des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt restent négatifs, il n'y a pratiquement pas de limite. Mais on va vite arriver à une contradiction dans les termes. C'est que si les gens pensent qu'il n'y a pas de limite, ils vont s'endetter beaucoup. Ils vont élire des gouvernements qui poussent vers une dette excessive. Et à un moment donné, les gens vont dire « oui, mais là, c'est plus du tout tenable ». Et alors à ce moment-là, les gens vont exiger des taux d'intérêt plus élevés et on va vers un équilibre qui devient incontrôlable. Parce qu'on a vu ça avec la crise financière et la crise de dette vers 2011-2012 en Europe. Au taux grec, l'Allemagne aurait fait faillite. Et au taux allemand, la dette grecque restait finançable. Donc à un moment donné, c'est une question de confiance. Mais je crois que l'analogie avec une entreprise n'est pas mauvaise. Si vous avez confiance dans une entreprise, vous lui autorisez un certain niveau d'endettement. Et passé un certain niveau, si elle ne peut pas couvrir ses charges d'intérêt, vous allez exiger des taux d'intérêt plus élevés pour lui prêter. Et alors à un moment donné, c'est simplement intenable. Mais donc en résumé, le Covid crée des dégâts. Et on règle ces dégâts avec un surcroît pour le moment de surendettement. Oui, et donc il faudra, à partir de 2022-2023, commencer à réduire le déficit pour le ramener le plus vite possible vers 3%, ce qui permet de stabiliser la dette. Et puis, pour pouvoir absorber les chocs suivants, c'est ça qui est important. Les gens ne comprennent pas non plus qu'on a intérêt à se constituer des réserves quand la situation est bonne pour pouvoir gérer ce type de crise. Donc aujourd'hui, on constate que l'Allemagne et les Pays-Bas font plus que nous. Ben oui, parce que quand l'économie allait mieux, ils ont réduit leur déficit, ils ont fortement réduit leur dette. Les Allemands, aujourd'hui, peuvent se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre ou qu'on ne peut plus se permettre en Belgique. Est-ce qu'on peut imaginer que, la difficulté d'avoir un gouvernement en Belgique est liée au fait qu'à un moment donné, en 2022, 2023, il faudra peut-être prendre des mesures pas très sympathiques, pas très populaires, et c'est ce qui expliquerait que certains avancent à reculons, si je puis dire? Je pense que les problèmes sont plus structurels que ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet, et ce n'est pas à moi de commenter l'actualité politique, mais je crois qu'on peut arriver sans que ce ne soit un scoop au constat qu'en Belgique, ça devient difficile de définir un projet commun avec une majorité stable. Et souvent, quand en Belgique, on ne parvient pas alors à vraiment définir un projet commun, on fait du saupoudrage. Donc on a une majorité large où chacun a droit à un certain nombre de milliards et peut dépenser ces milliards en réduction d'impôts, en augmentation de dépenses ou autre. C'est vrai que dès le moment où ces marges n'existent pas, mais qu'au contraire, il va falloir faire des efforts, ça rend plus compliqué le fait de former une coalition. Donc je crois que les problèmes sont plus structurels que simplement l'existence d'un déficit. Mais quand on a des problèmes pour définir l'agenda du prochain gouvernement et qu'il y a de l'argent, alors on a tendance en Belgique à faire un peu de tout. Ce qui explique qu'en fait on éprouve des difficultés quand l'économie va bien, à en profiter pour se reconstituer des marges et des réserves, comme ils l'ont fait en Allemagne et aux Pays-Bas, et que quand la crise arrive, alors effectivement on allait déjà vers un déficit de 3%, ce qui était déjà probablement trop élevé. Alors une autre question, cette fois-ci de Philippe Dubois. Alors il est membre du Cercle, c'est un éminent scientifique et il est aussi recteur de l'Université de Mons. Monsieur le gouverneur, bonjour. La pandémie du Covid-19 a démontré le rôle essentiel du secteur public pour gérer les crises lorsqu'elles se présentent. En l'occurrence, le rôle du milieu hospitalier, mais pas seulement. Les médecins, les soignants, les experts de toute nature sont financés par l'État via les impôts. Parallèlement, le financement des soins de santé, mais pas seulement, régresse, de même que les moyens financiers attribués au pouvoir public en général. En revanche, la propension à réduire la fiscalité sur les bénéfices des entreprises, elle, ne cesse de prospérer. Nous parlons bien de bénéfices, pas de soutien aux entreprises en général ou en difficulté. Et donc, les ressources de financement de l'État se tarissent. Le secteur universitaire subit la même situation. Les financements par étudiants ne stagnent pas, ils se réduisent chaque année. Pourtant, nous formons les soignants, les experts et surtout les citoyens de notre pays. On redécouvre aujourd'hui encore l'utilité majeure de la recherche et des scientifiques. Alors, ne pensez-vous pas qu'avec un État qui s'affaiblit, qui contribue sans retour à l'enrichissement d'une certaine forme de capitalisme, on ne marche pas un peu sur la tête? Ne serait-il pas grand temps de modifier les priorités en renforçant les fonctions fondamentales que sont la santé, l'enseignement, la recherche ou encore la justice? Je vous remercie. Merci Philippe. La question est simple. Est-ce qu'il faut modifier les priorités qui ne seraient pas les bonnes d'après Philippe Dubois?
Mais je crois que c'est une bonne question et ça me permet, et comme je parlais à un scientifique, peut-être de corriger certains a priori au niveau de la réalité. Alors c'est vrai que les universités font un peu exception parce que les universités ont connu un financement ces dernières années qui a régressé par élève, un peu par exception, et entre nous en partie parce que les professeurs du secondaire ou du primaire, quand ils font grève, ça fait plus mal politiquement que les profs du NIF. Et donc le financement de la communauté française a effectivement bénéficié plus aux autres niveaux d'enseignement. Et l'université, par exception, celle qui a fait des grosses économies par élève, c'est moins le cas ailleurs. Et globalement, en termes de dépenses d'enseignement en Belgique et en communauté Wallonie-Bruxelles, on est tout à fait dans la norme internationale. Mais je crois que ce qui est très important de rappeler, c'est que évidemment, il y a des petites variations ici et là, mais globalement, les dépenses publiques en Belgique ont très fortement augmenté au cours des 20 dernières années. En 2000, on était à 40% de dépenses primaires en Belgique. On va maintenant, après la crise Covid, vers 54% de dépenses primaires. Donc, non seulement les dépenses ont augmenté avec la croissance économique, mais bien au-delà de la croissance économique. Alors, ça a un petit peu dépendu des majorités, mais très peu. La dernière majorité a en fait stabilisé les dépenses publiques. Elles ont augmenté légèrement en volume, et elles ont régressé en pourcentage du PIB, mais elles n'ont pas diminué en volume. Et donc cette idée qu'on aurait subi des économies, un assainissement des finances publiques majeur en Belgique, en réalité, l'assainissement des finances publiques, ça a été à 80% la baisse des charges d'intérêt. Donc il n'y a pratiquement pas eu d'économie. Ce qu'on a connu comme baisse du déficit ces dernières années, c'est la réduction des charges d'intérêt. Et puis je crois que c'est important aussi en Wallonie de prendre conscience du fait qu'on a une assise économique en Wallonie qui ne nous permet pas d'assumer nos dépenses publiques. Donc on dépend des transferts de la Flandre. J'ai fait un petit calcul sur un bout de table sur le niveau des dépenses publiques en Wallonie. On est probablement entre 2/3 du PIB régional et 3/4 du PIB régional. Alors c'est beaucoup. C'est pas unique, je pense que beaucoup de régions en France doivent être dans cette situation, mais on est dans un contexte politique et institutionnel en Belgique qui fait qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les transferts de la Flandre, on est probablement dans une situation de déficit par rapport à ce qui est financé comme dépenses publiques en Wallonie, qui est comparable à la Grèce au pire de la crise de 2011-2012. Donc, il y a certaines limites à ce qu'on peut faire, et je pense que c'est aussi important de rappeler que, par exemple, prenons le sujet des inégalités. C'est un sujet à l'échelle mondiale qui retient l'attention, puisqu'on observe dans pratiquement tous les pays développés une augmentation des inégalités. Et par ailleurs, une forte réduction de la pauvreté dans certains grands pays, Inde, Chine, etc. Mais on a connu une forte augmentation des inégalités dans les pays développés. L'OCDE a fait une grande étude au cours des dernières années, je crois qu'elle a été publiée il y a 4 ans. 2 pays ressortaient comme n'ayant pas connu cette augmentation des inégalités, en tout cas selon certaines données qu'ils utilisaient, la France et la Belgique. Philippe Defeat a sorti, ancien président d'Ecolo, une étude récemment qui montrait qu'en Belgique, le revenu minimum de garantie a augmenté plus vite que les salaires au cours des 20 dernières années, pratiquement indépendamment des majorités. Donc on nous dépeint parfois du côté wallon un désert social en plaidant pour des solutions qui seraient encore plus d'État. Moi, je travaille dans le secteur public, j'ai vraiment la fibre du secteur public, j'ai fait une maîtrise en affaires publiques, mon épouse travaille dans le domaine social, je viens d'un milieu culturellement plutôt centre-gauche, louvaniste, mais à un moment donné, il faut simplement regarder les choses en face. En Wallonie, le gros problème, c'est que l'assise marchande ne nous permet pas de financer nos choix sociaux, et donc on dépend des transferts de la Flandre. Regardez les derniers sondages, je ne suis pas sûr que c'est un équilibre pérenne. Alors, traduction par rapport à Philippe Dubois et à sa question, il ne faut pas s'attendre à de miracles ou de baguettes magiques pour le refinancement des soins de santé, en tout cas en Wallonie, et pour l'enseignement. Mais aujourd'hui, on projette un déficit à 6% du PIB à politique inchangée en 2022, donc on va devoir à un moment donné faire des économies. Ce qu'on fait pour les soins de santé, on ne pourra pas le faire pour un autre domaine. Et l'idée que la solution, c'est de taxer les riches ou Google ou les entreprises, de nouveau, je crois qu'il faut être réaliste sur l'assise fiscale des entreprises en Wallonie. Elle n'est pas suffisante. Et de toute façon, prenons même un impôt sur la fortune qui a été supprimé en France récemment, on sait que ce sont des impôts symboliques. Ça rapporte très très peu d'argent, pour toute une série de raisons, je n'ai pas le temps de développer. Donc voilà, il y a parfois des symboles qui sont importants, mais l'idée que les problèmes de la Wallonie, on va les résoudre en taxant les riches, Google et les entreprises, je crois qu'il y a évidemment des questions de choix de société et de symboles, mais sur base de l'expérience qu'on connaît dans d'autres pays et sur base de la situation économique aujourd'hui de la Wallonie, je crois que c'est une fausse solution. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on a vu aussi cette sortie de ce haut fonctionnaire fiscal ici en Belgique qui disait que finalement, il y a des milliards et des milliards
de capitaux, d'argent noir rapatriés dans les anciennes amnisties fiscales. En gros, il suffirait de les saisir ou de les taxer d'une manière ou d'une autre. C'est excessif, c'est une vue de l'esprit ou... Mais donc on sait qu'en Belgique, on a des impôts élevés, et même sur le patrimoine. Donc sur le travail, on est parmi les plus élevés au monde. On est, suivant les classements, parfois numéro 1 de fiscalité sur le travail. Mais même sur le capital, on est 5e en Europe. Par contre, la manière dont la fiscalité sur le capital est organisée, elle n'a ni queue ni tête. Donc on impose des revenus négatifs. Aujourd'hui, si vous investissez dans un holo à 30 ans qui a un rendement de 1%, en réel, le rendement est négatif, on va vous taxer sur l'intérêt à du 30%. Donc c'est une taxation sur un revenu qui est en fait négatif. Et effectivement, en Belgique, on n'a pas de taxation sur la plus-value. Si vous avez une SICAF avec des plus-values sur des actions, il n'y a pas de taxation des plus-values. Donc il y a déjà, en fait, c'est très bien documenté. La fiscalité sur l'épargne et le capital en Belgique, on a des taux infinis puisqu'on taxe des rendements négatifs ou nuls. Ça va dans tous les sens. Malheureusement, aujourd'hui, comme par exemple, prenons la fiscalité immobilière, il y a une partie de la compétence qui est fédérale, une partie qui est régionale. Je crois que l'idée qu'on va un jour pouvoir harmoniser tout ça s'éloigne dans un contexte institutionnel qui est compliqué. Mais si on regarde globalement la fiscalité sur le capital et l'épargne en Belgique, on est 5 ou 6e en Europe, donc ce n'est pas un problème de niveau, oui. C'est un problème de manière dont on impose en fait cette source d'impôt. Alors Pierre, autre question, cette fois-ci de Philippe Lallemand, qui est un grand ami du Cercle de Wallonie, un membre du Cercle de Wallonie, et qui est aussi surtout le CEO d'Etias. Bonjour Hamid, bonjour Monsieur le Gouverneur, bonjour Pierre. La question s'adresse non pas au gouverneur de la Banque nationale, mais à l'amateur de jeux de rôle. Donc tu es CEO en 2020, tu viens de gérer un Covid-19. Quelles sont tes 3 grosses réalisations dans le cadre de ce changement de paradigme dans ton nouveau métier d'assureur? Merci déjà pour ta réponse. Voilà, merci Philippe. Question très directe, mon cher Pierre. Oui, mais c'est sympa. Donc, Philippe est en fait un administré, comme on disait avant, puisque j'ai été responsable de la supervision du secteur des assurances, mais on se connaît bien. Donc, quelles sont mes réalisations? C'est toujours difficile de parler de soi. Je suppose que le jeu de mots, c'était qu'il essayait de me dire que j'ai assuré pendant la crise. Merci, c'est sympa. Bon, moi, je n'ai pris aucune décision. J'ai été nommé par le gouvernement dans 2 groupes de travail. Et c'est vrai que j'ai un peu tiré avec moi les gens de la banque qui m'ont donné un coup de main. Et encore une fois, la réactivité des équipes à la banque a été vraiment remarquable. Les gens ont vraiment travaillé littéralement jour et nuit pour mettre des choses en place. Mais notamment sur cet Economic Risk Management Group avec Piet van Temsch. L'enjeu, c'est que, en fait, notre appareil statistique ne nous permet pas de comprendre une crise comme ça qui se développe beaucoup trop rapidement. Donc les données arrivent avec 2-3 mois de retard. Et donc on a lancé avec les organisations patronales, l'UCM, Uniso, VOCA et autres, on a lancé par exemple un survey auprès des entreprises qui au début était hebdomadaire pour prendre le pouls en temps réel pratiquement de l'économie. Et ça a été, je crois, notre plus belle réalisation. Et au-delà de ça, on a essayé de combiner des approches de modèles qu'on avait à la banque avec ces informations pour le plus rapidement possible donner une idée sur qu'est-ce que cette crise pouvait donner en termes d'impact économique, en termes d'impact sur l'emploi, en termes d'impact sur les finances publiques. Là, ça fait plus d'1 mois que je vais toutes les semaines au Cairn pour un peu faire le point sur où on en est et on a des discussions un peu sur les politiques à prendre. Mais je reste un observateur, dans le sens où ce n'est pas moi qui dois prendre des décisions. À ce titre, ça me permet parfois d'avoir un discours qui est plus facile. Moi, je ne dois pas être élu. Ça me permet de dire les choses parfois comme elles sont. Donc, au début de la crise, dire on oublie l'assainissement des finances publiques, ce qui est inhabituel pour un gouverneur. Et puis, à un moment donné, quand j'ai quand même eu l'impression qu'on commençait à distribuer un petit peu des cadeaux en disant toutes les semaines, bon ben voilà, tiens, on a 1 milliard à répartir. Ça, c'est l'État Saint-Nicolas. Ça, on commençait à aller vers là. Et là, j'ai dit attention, il y a des limites et on n'a probablement pas beaucoup d'argent pour une politique de relance. C'est un peu mon rôle. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à jouer comme rôle parce que là, à la fois au quotidien, essayer à la fois de réunir de l'information, mais quand même aussi de conseiller le gouvernement, et puis de temps en temps prendre la casquette et de dire oui, mais attention, là je reviens dans mon rôle peut-être un peu plus traditionnel et je joue un petit peu pas au donneur de mauvaises leçons, parce que c'est pas du tout le cas, je crois vraiment, et je le dis sincèrement, je crois que l'action qui a été menée par les pouvoirs publics au sens large, que ce soit les banques centrales européennes, que ce soit l'État fédéral ou les régions,
a vraiment répondu à l'ampleur de la crise et aux enjeux. Et on n'a pas fait de bêtises aussi. C'est pas uniquement ce qu'on a fait, mais c'est aussi ce qu'on n'a pas fait. Et j'espère que j'ai pu y contribuer modestement. Voilà, pour le reste, je crois qu'il faut mieux demander aux autres. Alors Pierre, en tant que gouverneur de la Banque nationale, vous êtes aussi le superviseur des banques belges. Est-ce que les banques jouent leur rôle de prêt à l'économie et d'aide aux entreprises ? Alors globalement oui, alors il y aura toujours des gens qui vont dire que non, qu'ils ont été voir leur banquier, qui n'ont pas eu de prêt. Je crois que ce type de message a plus d'écho aujourd'hui dans les médias que la même entreprise qui n'aurait pas reçu un prêt avant la crise. Mais globalement, autant les banques étaient à l'origine de la crise en 2008-2009, c'était le problème et la crise est venue de là, autant aujourd'hui les banques font partie de la solution. C'est le moratoire. Elles sont venues d'emblée vers nous en nous proposant un moratoire. On leur a offert une garantie, mais avec une first loss qui était un peu inhabituelle, puisque dans les autres pays, tout était à charge, ou une grosse partie à charge de l'État, qu'on a revu récemment pour être plus généreux, mais alors sur un public plus ciblé. Mais globalement, oui, les banques jouent le jeu. Mais c'est vrai que, on revient pratiquement à la première question qui a été posée dans l'interview, ça ne veut pas dire demain que les banques doivent financer toutes les entreprises à n'importe quelle condition. On a beaucoup d'entreprises qui étaient déjà dans une situation de fonds propres, qui étaient dégradées avant la crise, et il est normal et souhaitable que les banques, à un moment donné, disent « mais non, pas pour celle-là ». Alors on avait nous plaidé au sein de l'ERMG pour qu'il y ait des mesures qui soient prises sous forme de prêts subordonnés. Parce qu'aujourd'hui, aller vers des actionnaires en disant j'ai besoin d'une augmentation de capital, il y a une telle incertitude sur la valorisation d'une entreprise qui a un peu un risque de dilution des actionnaires. Est-ce que si le nouvel investisseur veut être sûr d'avoir un rendement, il doit être très dur en négociation. Donc c'est vrai qu'une solution qu'on a privilégiée, c'est justement ces prêts subordonnés qui permettent d'éviter d'emblée une discussion sur la valorisation. On avait espéré pouvoir un mécanisme fédéral, mais la Belgique étant ce qu'elle était, les régions ont dit ah non, attention, ça c'est une compétence régionale. Mais les invests interviennent, et donc parfois quand les banques ne savent pas prêter, c'est peut-être parce que la solution doit venir d'une augmentation, d'une certaine manière d'abord des fonds propres de l'entreprise. Et là on a pour l'instant uniquement des chiffres sur avril. En avril, le taux de refus des banques était de 4% et finalement en ligne avec ce qu'on observait par le passé. Donc c'est en tout cas, pour les données qui sont à notre disposition, on n'a pas d'argument aujourd'hui pour dire que les banques ne jouent pas le jeu. Alors, dernière question, Pierre. Pour la rentrée, on va dire septembre, on doit retenir quoi ? Qu'il y aura une reprise, peut-être pas aussi forte qu'on l'imagine, mais une reprise, ou il faut plutôt se focaliser sur ce qu'on dit souvent, la hausse du chômage et du taux de faillite ? Mais j'étais au Cairn tout à l'heure et je suis venu avec des bonnes nouvelles puisqu'on avait le résultat de la vague 11 de notre survey. Le communiqué de presse a été publié, les résultats sont bons. Donc on voit vraiment que maintenant on fait ce survey tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on voit une nette amélioration dans les chiffres. On a fait déjà une bonne moitié du chemin par rapport au moment le pire de la crise en termes de chiffre d'affaires. Et on voit que la dynamique est positive. Et aussi à l'international. Donc on voit que les derniers indicateurs de confiance en Chine, aux États-Unis, en Europe sont bien orientés. On est passé par une première phase dans la crise où on s'est dit « Ok, ça va être temporaire, on va avoir un choc important, mais qui va être limité dans le temps et l'économie va redémarrer. » C'est la courbe en V, la fameuse courbe en V. Chez nous, c'était un peu une hypothèse technique qu'on avait faite. Donc on avait insisté sur le fait qu'on n'a aucune visibilité, on fait une hypothèse qu'il n'y a pas de dommages structurels. Et puis on est passé par une phase très gloomy, où on parlait de W-shaped, U-shaped, enfin vraiment de trucs L-shaped, donc d'une reprise en L, en W, bon. Et donc on se faisait un peu peur. Et je dirais que depuis maintenant 2-3 semaines, c'est reparti dans l'autre sens, où les nouvelles sont plutôt meilleures que ces scénarios plus pessimistes. Et je crois aussi la conviction qu'on ne peut pas se permettre une deuxième vague, et donc un deuxième lockdown, et que voilà, on est condamné à garder les reprises d'épidémie parce qu'on en aura sous contrôle localement. Et c'est vrai qu'on regarde la presse, un jour c'est en Corée, un autre jour c'est en Chine, un autre jour c'est au Japon, alors on importe un peu, c'était dernièrement en Allemagne dans un abattoir, et puis on n'en parle plus, probablement parce que justement on parvient localement à intervenir pour garder les choses sous contrôle. Et ça devient un petit peu, je crois maintenant, le cas de base. On se dit, OK, on va avoir en automne, on va avoir une recrudescence de l'épidémie, mais on ne va pas, et on ne peut pas retourner vers le lockdown qu'on a connu. Et sur cette base-là, je suis assez confiant que l'économie puisse reprendre. Alors c'est un choc unique. Il faudra sans doute 2 ou 3 ans avant de revenir au niveau de PIB initial. Même chose pour l'emploi.
mais on a un marché du travail qui fonctionnait bien avant la crise. Si on ne fait pas de bêtises, je suis relativement optimiste qu'on puisse mieux absorber ce choc, par exemple, que les chocs pétroliers, qu'on a pris pratiquement 15-20 ans à digérer. Merci mille fois, monsieur le gouverneur. Merci mille fois, mon cher Pierre. Merci pour ton temps et pour ton expertise. Et puis, on termine sur une note très, très positive avant de retrouver les membres du Cercle de Wallonie après le 15 août. Et on aura une programmation très intéressante en présentiel à leur présenter. Et puis aussi beaucoup de très belles surprises. Merci et à très bientôt.